Salut à tous, ici Mr. Stone, donc nous allons continuer dans la programmation orientée objet. Dans la dernière vidéo, nous avions vu comment valider les informations, donc comment vérifier les informations rentrées dans un formulaire par initiateur quelconque. Donc dans ce cas-ci, on vérifiait que le username correspondait minimum à 6 caractères, que le mot de passe était un mot de passe qui était assez complexe, donc pour des raisons de sécurité. Donc la suite logique de ce tutoriel, c'est la sauvegarde des informations dans notre base de données, donc en l'occurrence dans notre table user. Donc comme vous l'avez vu ici, nous avions écrit save parce qu'on a dit que ce sera la méthode qui sauvegardera des informations concernant l'utilisateur. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est créer cette méthode. Donc cette méthode là, on va la créer au niveau du modèle, donc du modèle parent, donc forcément parce que c'est lui qui gère la connexion à la base de données. Donc sans oublier que user lui correspond à une entité, donc à l'entité table, donc à l'entité user, à la table user. Donc si on fait view ici de database, cela correspond à la table users, donc aux utilisateurs. Alors d'ailleurs, si on fait, donc ça on l'avait normalement déjà vu, si on met le vardim de getUser, donc de la méthode qu'on avait créée ici, que voyons-nous? Nous voyons ici donc que nous avons notre objet user qui représente un initiateur. Donc nous avons les propriétés qui ont été créées au niveau de la classe parente. Et ici nous avons les propriétés username et password qui ont été injectées du coup à notre entité. Donc ce qu'il va falloir faire premièrement, c'est représenter username et password à ce niveau là. Donc public username, public password. Donc si on fait ça, cela ne change rien, mis à part que les propriétés montent. Si on fait ici comme est private à la place de public, vous voyez que ici, cela a bien changé. Donc maintenant, cette fois-ci, nous avons la table qui correspond bien à la classe. Et vice versa. Donc maintenant, nous avons besoin d'implémenter notre méthode save qui va enregistrer un utilisateur. Alors la méthode save, donc comme l'ensemble des méthodes que nous allons créer, le but c'est de créer les méthodes le plus génériques possible, donc le plus malléable possible, qui puissent correspondre à n'importe quel cas. Donc save correspondra à une méthode qui enregistrera n'importe quoi. Donc il ne va pas correspondre uniquement au cas de user. Donc il va falloir bien le penser. Donc ce que nous allons faire déjà, c'est venir ici. C'est notre méthode. Notre méthode, elle prend quoi? Elle prend fields. Donc elle prend les champs en paramètres. Alors pour créer pour enregistrer les utilisateurs, on va s'aider d'une requête préparée. Donc une requête préparée, c'est celle-ci. Donc nous avons la connexion, la BDD, la connexion, avec la méthode prépare que nous avons déjà créée. Donc ici, qui prend en premier lieu le statement, donc la requête, et en deuxième lieu les paramètres. Donc à ce niveau-là. Donc il prend le insert into, le nom de la table. Ici vous voyez les noms des champs. Et ici dans values, vous voyez également le nom des champs précédé d'un 2 points. Et il prend en deuxième lieu le tableau. Donc dans le même ordre que les noms des champs, bien sûr. Le tableau avec le nom des champs et les valeurs. Donc ce tableau là, nous l'avons déjà, c'est les postes. Donc c'est ce tableau là.
Donc maintenant il va falloir décortiquer tout ça là. Donc, à partir de ce tableau là, donc le tableau de poste, nous allons devoir créer ça. Donc pour ce faire, alors ce qu'on va faire déjà c'est commenter. Donc il prend params fields. Et si nous allons faire, alors premièrement nous allons créer une variable qui va s'appeler fields name, qui sera un tableau vide, ainsi qu'un deuxième qu'on va appeler fields value. Donc nous allons faire un for each au niveau du fields, donc au niveau des champs, avec la clé et les valeurs. Donc la seule chose dont nous avons besoin ici, ce sont les clés. Donc les clés qui seront username et password. Comme vous pouvez voir ici, nous avons seulement les clés. Les valeurs, on ne doit pas les retirer, puisque les valeurs, on les donne directement avec le tableau. Donc on prend le premier tableau. Qu'on va remplir. Donc avec les clés. Deuxième tableau qu'on va également remplir en précédent de 2 points. Donc là ici les valeurs ne nous intéressent pas. Donc le premier tableau il correspond à ça. Le deuxième tableau il correspondra aux 2 points et le nom des champs. Donc pour avoir les noms des champs, donc vous voyez que ici c'est séparé par une virgule. Moi j'ai un tableau, donc il va falloir que j'explose le tableau en faisant, donc, en les remettant dans la même variable, mais cette fois-ci on le transforme en chaîne de caractères. Là on fait include, on sépare par quoi? Par une virgule espace, on sépare fields name. Et on fait pareil également pour les valeurs. Donc maintenant nous allons écrire notre petite requête. Donc nous allons juste faire un écho ici. Donc là c'est pour les tests. Donc on a en premier lieu un insert into. Nous avons donc le nom de la table. Le nom de la table donc qu'on récupère de manière automatique. Une liste table qui contient donc le nom de notre table. Donc si vous vous souvenez bien, on la récupère dynamiquement grâce à la méthode constructeur qui le crée. Et donc le nom de la table est suivi par parenthèse les champs. Donc les champs c'est fields name, donc le premier tableau, et value qui contient le deuxième tableau. Donc pensez bien à concaténer correctement. Donc au niveau des parenthèses et des points, donc faites bien attention à ça. Ici c'est fields value. Ce qu'on va faire ici c'est remonter ça, donc pour voir si cela fonctionne. Donc ici vous voyez bien que j'ai mon insert into, j'ai bien ma table que je récupère dynamiquement avec le nom du champ username, password, et ici username précédé de 2 points et password précédé de 2 points. Donc nous avons notre requête. Ce qu'il ne nous reste plus qu'à faire c'est
d'utiliser, tout simplement. Donc, on va pour l'instant créer un tableau, une variable qui va contenir le résultat. Ici, on appelle quoi? On appelle notre méthode prépare, qui prend un premier lieu, donc notre statement, et il prend en deuxième lieu les paramètres. Les paramètres, on les a avec les valeurs ainsi que avec les clés ainsi que les valeurs des champs. Donc pour vérifier que ça fonctionne bien, on fait un var dump de res. Et là, ce qu'on va faire, c'est envoyer. Donc en faisant ça, vous voyez que j'ai un retour de pdo statement, donc qui est le retour de mon var dump, et qui me dit que cette requête là a été effectuée. Donc maintenant, je vais voir dans ma table, est-ce que ça a bien été le cas. Donc pour ce faire, je vais dans view et database, et dans mon user, je fais une requête. Donc vous voyez que j'ai bien une 13e valeur, enfin une 14e valeur, mais qui est vide. C'est normal parce que je n'ai rien rentré dans les champs. Si maintenant je fais ça, que je rentre n'importe quoi, là j'ai bien le même retour. Donc si jamais ça marchait pas, on aurait forcément l'erreur, le retour de l'erreur. Donc là je rafraîchis, là vous voyez bien que j'ai une 15e valeur qui correspond à ce que j'ai rentré dans la base de données. Alors si je reviens là, donc normalement ça faut le rentrer seulement si c'était vérifié. Alors là vous vous dites oula, c'est dangereux d'envoyer directement ta variable ici post. Alors non, ce n'est pas dangereux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a pris les précautions nécessaires. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on vérifie certaines règles avant de les poster. Donc, ce qu'on a fait dès le départ là, c'est qu'on a vérifié, donc au niveau du validateur, on a vérifié est-ce qu'on n'avait pas de script, par exemple si l'initiateur malveillant essaie de rentrer un script qui sera exécuté à chaque rafraîchissement de cette page là. Si par exemple j'essaie de rentrer un script JavaScript, petite alerte ici, je mets salut. Ici je ferme le script. Alors est-ce que c'est bien ça? Script alerte salut. Si je rentre ça et que ici je viens dans ma table, il n'y a rien qui est rentré, tout simplement parce que on a vérifié au niveau du validateur que les chevrons étaient interdits. Donc je ne sais plus à quel moment, je crois qu'on a dû faire un HTML entities ou HTML special chars. En faisant ça, on évite les injections de code JavaScript. Donc niveau sécurité, on est rodé, bien que on ne soit pas à 100% sécurisé. Mais en tout cas, vous pouvez passer des posts ici sans problème. Alors le seul petit problème qu'il pourra avoir, là, j'ai comme vous le voyez, dans ma table user, j'ai eu donc deux champs, donc username et password sont définis. Si par exemple un utilisateur malveillant se dit bah tiens, ce que je vais faire c'est créer un autre champ ici et lui renvoyer les valeurs. S'il crée un autre champ, bah, l'autre champ il va s'ajouter au tableau des postes. Et ce qu'il va faire c'est qu'il va envoyer cette valeur là, et du coup ma requête, étant donné qu'elle va détecter que le nouveau champ n'existe pas à ce niveau là, il va nous renvoyer une erreur SQL. Alors mis à part cette erreur là qu'on verra peut-être plus tard, ainsi que le CSRF, au niveau sécurité on est assez rodé à ce niveau là. Alors deuxième chose, donc faites bien attention, donc vous voyez qu'ici on n'utilise pas directement le poste, donc on fait strictement qu'une transformation. Donc au niveau du formulaire, il faut bien que les noms des champs
qu'on lui a donné correspondent bien au nom des colonnes de notre table. Donc si par exemple je me disais, ah bah tiens, je vais changer ici, je vais mettre prénom, ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais vouloir rentrer mes informations, donc si je veux rentrer ça, là, je vais essayer de rentrer quelque chose de bon. Si je fais ça, il me dit bien, bah, prénom n'existe pas. Ça aurait été pareil si initiateur malveillant avait rajouté un champ qui n'existait pas. Donc on aurait eu cette erreur. Donc on verra dans une prochaine vidéo comment le régler, bien que je n'ai pas vraiment d'idée à ce niveau-là. On verra ça dans une autre vidéo. Donc ça maintenant, on va pouvoir l'effacer et revenir ici au modèle plutôt que de faire un var dump, donc qui est inutile ici là. Je fais tout simplement un retourne, donc je retourne tout simplement le résultat. Donc là il me dit que c'est faux parce que là je retourne quelque chose et là je retournerai. Donc alors à ce niveau de d'ailleurs, si vous avez remarqué, vous devez vous dire là tu avais mis fetch class de get class donc, alors ça ne marchait seulement si on faisait un select. Les fetch class ne fonctionnent qu'un select, donc que lorsqu'on récupère des informations. Donc lorsqu'on va modifier des informations ou effacer des informations, il n'y a aucun retour de classe qui est fait. Donc sur le même principe, ce qu'on pourrait très bien faire ici, c'est créer la méthode update, donc qui permettrait de modifier les données d'un utilisateur. Donc si vous voulez vous entraîner, je vous invite à le faire. Donc en vous calquant sur le même modèle, donc c'est pas quelque chose de forcément plus compliqué. Hein. Donc, il suffit d'avoir la requête sous les yeux et d'y réfléchir 2 secondes. Donc ici, voilà. Donc là, il me dit bien que je retourne un P2 statement. Donc l'avantage avec un IDE, c'est qu'il détecte automatiquement le retour ainsi que les champs et donc, comme vous voyez, c'est super sympa. D'ailleurs, il met bien statement ici, mais à ce niveau-là, il n'est pas param. Sûrement parce que je n'ai pas dû bien le renseigner. Alors ce qu'on va faire, c'est voilà, mettre des commentaires. Comme ça au moins, lorsqu'on exécutera les méthodes, on aura un retour visuel. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit d'effacer la méthode, non. Là, je fais un get vidéo. Là, qui détecte que je retourne un vidéo. Alors là, je suis pas vraiment sûr que... Voilà. Alors ça n'a pas vraiment grand intérêt, hein, donc je l'efface tout simplement. Donc c'est grâce à ça qu'il devine le nom de la table, ainsi que le nom de la classe. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel. Quoique, non, alors, petite erreur ici, donc au niveau sécurité, vous voyez que le mot de passe là, il est en clair. Donc évidemment, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas se le permettre. Hein. Si un initiateur malveillant pirate notre base de données, donc réussit à avoir accès à toutes les informations, ça signifie qu'il aura accès aux informations de tous les utilisateurs dans le username et le mot de passe en clair. Donc ça, forcément, ce n'est pas une bonne chose. Donc on va régler ça tout de suite. Alors ce qu'on va pouvoir faire au niveau du poste là, ici, c'est se dire c'est créer une variable qu'on va appeler data. On va stocker là-dedans le poste. Là dans data,
pour l'index password, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un SHA1 de post de password. Donc plutôt que de rentrer post directement là ici, je vais mettre plutôt data. Comme ça, nous aurons le mot de passe haché en SHA1. Bien que ce n'est pas une sécurité optimale, puisque le SHA1 n'est plus vraiment conseillé, puisque elle est craquable. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est renvoyer le formulaire. Alors, prénom. Non, il me semblait avoir modifié ça, donc ce qu'il va falloir faire, c'est que je rafraîchisse cette page. Voilà, alors, si je fais ça, il me dit non, il faut quelque chose de clair, donc on va mettre ici stranger. Ici, hop, stranger, 1, 2, 3, point d'exclamation, pour un mot de passe complexe. Et là, les informations sont rentrées. Si je reviens ici et que je rafraîchis, et bien que cette fois-ci j'ai mon password qui a été haché en SHA1. Alors ce qu'il faudra faire, donc pour des raisons de sécurité également, c'est qu'une fois que l'utilisateur a rempli les champs et que ça a été, validé, et que ça a été rentré dans la base de données, bah, il faudra supprimer ça, les valeurs. Tout simplement pour éviter que l'utilisateur nous spam en rajoutant 50 fois la même valeur. Donc, si je fais ça, bah, vous voyez que ce n'est pas bien. Donc, alors on va faire ça tout de suite. Donc, alors je ne sais pas comment est-ce que je vais faire ça. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est ici glisser glisse forme et pouvoir accéder au tableau. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Alors on va essayer ça tout de suite. Donc ici dans nos composants, forme. Donc là, il faut que je mette ça en public. Donc ici, post qui est égal à vide. Parce que cette fois-ci ça va fonctionner. Voilà, là, vous voyez que ça fonctionne. Et de ce fait, donc là ce n'est pas forcément clair, donc on va mettre n'importe quoi ici, hop, en respectant complexe. Donc, une fois utilisateur, voilà. Donc ça a été rempli. Alors ce qu'il faudrait, donc on verra ça dans une prochaine vidéo, c'est un retour visuel, puisque là l'utilisateur se dit, ok, il ne sait pas ce qui se passe, donc il va falloir lui dire, bon, vos informations ont bien été rentrées, et vous pouvez vous connecter ou faire ce que vous voulez. Donc il faudra donc faire ça. Également mettre un petit menu, donc soigner la page quand même. Donc on va utiliser Bootstrap pour faire ça, donc pour le CSS. On va pas vraiment faire un truc compliqué, on va essayer d'un truc déjà tout fait. Et donc nous continuerons ça, alors on verra tout ça bien après. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel. Donc nous avons vu donc notre méthode save, donc qui est une méthode vraiment malléable, donc qui peut s'utiliser dans n'importe quelle situation. Donc peu importe le nombre de paramètres, donc le nombre de champs à remplir, la méthode save pourra être utilisée sans souci. Alors petit bémol peut-être, c'est que bon, save là c'est pas forcément très clair là, parce que si par exemple on sauvegarde également un utilisateur ou autre chose dans d'autres méthodes, utiliser les save pourrait être un petit peu ambigu. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'au niveau de son modèle, créer par exemple une méthode publique qu'on va appeler save user et qui prend ici les users. Ce qu'il pourrait faire, c'est exactement la même chose. Donc save ici, save user. Et de ce fait, cette méthode là parle un peu plus. Pourquoi? Tout simplement parce que on sait ce que l'on sauvegarde ici. Donc on sait qu'on sauvegarde un utilisateur.
si on avait mis juste save, ça pourrait être ambigu si on l'utilise autre part. Donc bon, ça peut être une bonne pratique, autrement bon, c'est pas forcément très gênant. Ce qu'il faudrait faire ici, c'est faire non, pas faire save, c'est faire save. Alors on accède aux propriétés parents, non, non, save, et faire ici, hop, retourne, et retourne de save, donc on passe au user, donc ici, donc là c'est peut-être un peu plus clair. Donc, si on remet ici, voilà, on lui passe bien les data ici. Donc là ce qu'on pourrait faire c'est commenter ça. Donc là automatiquement, donc c'est super. Et là vous voyez que ça fonctionnera toujours. Voilà, donc là je n'ai pas de souci. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel. Donc la prochaine fois on verra sûrement comment créer la méthode update, également le CSS un petit peu avec Bootstrap et un message de retour. Voilà, donc je vous dis merci. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas, je répondrai. Et donc je vous dis à la prochaine.